Et bonjour, bienvenue, qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me retrouvent chaque semaine, dans mon podcast de la semaine. Petit podcast qui sera évidemment un clin d'œil de la dernière semaine de l'année, euh, qu'on a tous vécu, et donc je suis très heureuse de pouvoir vous souhaiter déjà une bonne année. Euh, Bien que, et je le disais dans un de mes posts que j'ai écrit, que j'étais pas vraiment enclin à être de celles qui sont celles et ceux qui sont plutôt en faveur à ce que l'année se termine, nouvelle année commence avec des bonnes résolutions. Je suis plutôt de celles et ceux qui pensent que une année, c'est pas enfin, du moins le passage de minuit ne va pas changer votre vie et que les résolutions, si vous les avez pas prises avant, vous les prendrez pas plus après, mais que c'est juste une question d'objectifs, voilà, à moyen, court terme, qu'il faut les passer et que c'est vrai que le fait de se retrouver ensemble, en famille, entre amis, ça peut booster aussi votre envie d'aller plus loin, de continuer ce que vous faites. Et comme je disais toujours, la même chose, mais en mieux. Donc j'espère qu'en tout cas, c'est votre projet, c'est de faire pareil, mais en mieux. Et qu'évidemment, vous aurez le maximum de chances de réussite, de bonheur. Et comme, euh, comme nombreux de mes podcasts, c'est un petit peu ce qui entoure le sujet de mes podcasts, la santé. Parce que je pense que c'est l'essentiel. Parce que si on n'a pas déjà la santé, les projets, la cohésion sociale, le bonheur, l'épanouissement, que ce soit professionnel, personnel, sportif, c'est très compliqué. Voilà, donc je vous souhaite quand même une bonne année 2022. Et pour ceux qui ne fêtent pas cette année, les passages d'année en tout cas, je suis très heureuse aussi de vous accueillir en cette dernière semaine en ce magnifique week-end. Je dis magnifique, c'est même pas une question de temps, c'est une question de cœur. Et comme vous avez pu remarquer, j'ai tendance à alterner le plus possible les sujets, mais surtout on va dire les procédures dans lesquelles je fais mes podcasts. Et en l'occurrence, celui-là sera dédié à une chronique, on va dire à l'opposé de la semaine dernière où c'était plus un vécu et quelques connaissances, en tout cas que j'avais pu acquérir avec le temps. Et l'expérience qui sera quand même un sujet, si j'ai le temps, je verrai, pour vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu comme expérience cette semaine, volontairement recherchée. Et peut-être parler aussi d'expérience en général, c'est-à-dire est-ce que ça apporte un plus, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour pouvoir aider, comprendre, ou est-ce que ça ne l'est pas du tout. Donc voilà. Donc voilà on va dire le sujet du jour, enfin du moins comment je vais avancer sur ce podcast avec vous. Au niveau des chroniques, j'ai toujours ce plaisir de lire, d'entendre, d'écouter à la fois des podcasts sur des plateformes extrêmement intéressantes comme Nos Minutes d'ailleurs, ce que je recommande encore une fois. Business, santé, alimentation, performance physique, dev perso, enfin c'est vraiment une, voilà, un- une application qui me semble vraiment essentielle si vous voulez progresser parce que vraiment c'est sélectif. Alors sélectif, je dirais pas extrêmement sélectif, mais en tout cas les gens qui vont sur cette plateforme ont cet avantage de se retrouver dans un sujet, on va dire globalement commun et puis il y a tout un aspect pro que je trouve vraiment intéressant. Donc allez-y, faites-y un petit tour, vous verrez qu'il y a des gens qu'on découvre et qui sont super. Et, euh, et donc, du coup, je partage aussi avec vous ce que j'écoute sur les podcasts de Nos Minutes ou sur d'autres plateformes quand j'ai pas l'occasion de retrouver ce que je suis sur Nos Minutes. Et voilà, donc ce sera un petit peu l'objet global de ce que j'ai pu lire et voir et entendre ces 2 dernières semaines. Pour faire clair, donc les sujets ils vont être assez variés. J'en ai un premier qui m'a interpellée parce que ça fait, on va dire, un parallèle avec ce que j'écoutais et donc la question était de manger bio, est-ce que c'était bon pour la santé? Donc là, j'ai un petit article intéressant qui se pose la question dans un magazine que je lis.
sur la santé au sens général. Donc, je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous. Il y a eu aussi un autre sujet que j'ai trouvé techniquement, scientifiquement intéressant. Alors ça, je ne sais pas non plus si on peut dire que c'est une véracité parce que la recherche aujourd'hui évolue énormément. Mais c'était à propos de l'obésité infantile. Il y avait une question sur la prédisposition. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que on a quand même une confusion a priori entre l'obésité d'adulte et l'obésité de l'enfant. Donc je trouvais que c'est très bien parce qu'en plus c'est un phénomène de plus en plus récurrent en Nouvelle-Calédonie. Non pas que je mette le bâton sur les enfants qui sont gros, c'est pas du tout l'objet du sujet. Et moi je suis absolument pas dans le jugement parce que ces pauvres enfants c'est très compliqué de commencer la vie avec une maladie, une difficulté de physique, quelle qu'elle soit. Donc je vais revenir un peu sur ce sujet-là que j'ai lu, qui est très court, hein. Il y a un tout petit article là-dessus, mais je trouvais ça bien d'ouvrir et de vous informer là-dessus. Et on avait aussi, et ça m'a fait un petit clin d'œil, un article sur le Sisu. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Sisu, qui était donc le secret de bonheur du Finlandais. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait donc une chronique sur justement, il y a 15 jours, sur les pays du bonheur. Et les premiers cités étaient les Finlandais qui, somme toute, avaient l'air d'être les plus heureux du monde. Donc je ne remettais pas en question d'ailleurs le fait que ce soit le cas. Je disais juste que je ne sais pas s'ils étaient allés vraiment dans toutes les contrées du monde. Mais en tout cas, dans les pays, on va dire, les plus fortunés et les plus développés économiquement, il faisait partie de la carte, enfin du haut du podium. Et donc, j'avais vu qu'effectivement, il y avait une question sur le sisu, qui est visiblement une arme secrète qui leur permettrait d'être heureux. Et donc, on va voir d'ailleurs ce qui est leur arme du bonheur, puisque on n'avait pas fait de détails, mais je pense que pour cette année, ce sera déjà bien de voir si on est capable d'ailleurs d'appliquer les mêmes mécanismes. Mais ça parle de choses auxquelles je suis assez sensible dans les podcasts que j'entends et sont on va dire des procédures, des façons de vivre, des façons de faire assez techniques, hein. Je veux dire, quand je dis technique, c'est assez matérialiste, hein. C'est pas uniquement une histoire de méditation. Mais ce sont des choses auxquelles que j'ai entendu parler et par des sportifs, par des businessmen. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut mettre en place cette année, je verrai. Est-ce que j'ai l'expérience, enfin on va dire le courage de les mettre en place? Peut-être que je partagerai ça avec vous. Et pour faire un petit parallèle justement sur l'expérience, je voudrais, si j'ai le temps, de vous ouvrir un peu le débat de ce que j'ai vécu ces quelques jours volontaires. J'ai testé deux, trois choses chaque jour de la semaine, pardon, pour clôturer cette année. Et non, une qui a été un petit peu une épreuve pour moi. Et on reviendra là-dessus. Et si j'ai pas le temps, eh ben, écoutez, ce sera sur un prochain podcast. C'est pas un souci. Enfin, je pense que de toute façon, le plus important, c'est de savoir que toutes les semaines, on se retrouve ensemble. Voilà. Alors, du coup, le premier sujet qui m'a intéressé, c'était est-ce que manger bio était bon pour la santé? Alors, pourquoi ça m'a intriguée? Parce que la première fois que j'ai lu l'article, je m'en suis pas. Enfin voilà, j'ai un peu passé rapidement, je l'ai lu, mais ça m'a pas vraiment touchée. Euh, Parce que ce qui était dit dans cet article me paraissait assez classique. C'est-à-dire qu'en gros, le manger bio aujourd'hui. C'est plus une question réellement de protection de la nature que de certitude sur les effets physiques. Parce que, alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas eu assez de temps? Est-ce que c'est le temps dans le sens le recul? Parce qu'on ne mange pas bio, on va dire, de notre génération, hein, je ne parle pas de nos grands-parents. Mais si on doit rester sur notre génération qui s'est mis de manière assez importante au bio, parce qu'il y a quand même, a priori en France, pratiquement 67% des Français qui disent en tout cas acheter bio. Alors, c'est peut-être pas du bio au quotidien. Donc déjà, c'est ça qui est compliqué, parce que manger bio tous les jours, je pense que, et moi je n'ai pas l'étude sous les yeux, mais je pense que clairement 67% des Français ne doivent pas manger bio tous les jours, parce que c'est quand même, on ne peut pas dire autrement,
un petit peu plus cher que le non bio, et donc l'industriel non bio. Et a fortiori, vu l'état de santé économique des Français actuels, je ne pense pas qu'ils puissent manger bio tous les jours. Mais bon, peut-être que ça, je m'avance un peu, mais bon, voilà, je pense pas quand même dire trop de bêtises là-dessus. Euh, et ensuite, l'étude de recherche se fait sur notre génération, très peu de temps, très peu de personnes, avec une avancée médicale de la science qui nous permet aussi d'être mieux soignés. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que ces recherches ont assez de recul de temps nécessaire pour puisse être vraiment marquant. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas sur une courte échelle et sur plus de 700 000 personnes, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de résultats probants dans le fait que l'état de santé de la personne qui mangeait bio était nécessairement meilleur. Alors, la seule chose sur laquelle ils reviennent dans l'article, c'est qu'en 2017, alors ils disent, et je lis, Denis Léron, qui est donc le directeur de la recherche de l'INSERM et co-signataire de cette étude retentissante, avait déjà participé à des recherches sur des consommateurs de produits bio qui avaient été suivis pendant 3 ans. Donc c'est quand même relativement long. Le risque de surpoids était diminué de 23%, le risque d'obésité de 31%. Et ils font un parallèle qu'en fin 2018, des chercheurs américains avaient fait euh, la même étude et que il y avait donc les amateurs de bio étaient moins diabétiques que le reste de la population, à moins de 20%. Donc ils disent que quand même l'étude est un peu euh, biaisé parce que aucun lien de cause à effet n'a été démontré. Plusieurs voix dans la communauté scientifique se sont élevées pour relativiser ces résultats qui pourraient avoir été biaisés parce que les participants ne correspondaient pas à monsieur tout le monde. Donc c'est ce que je disais, c'est que réellement, est-ce que les 67% de Français mangent bio tous les jours? Est-ce que c'est la réalité pratique? Non. Donc, du coup, la seule étude qui montre qu'effectivement il y a un état de santé meilleur, amélioratif avec l'utilisation du bio pendant 3 ans, c'est pas la réalité pratique sur 700 000 personnes en plus. Bon, je dis pas que c'est pas énorme, mais bon. On est en plus sur le même pays qui utilise plusieurs labels avec une vraie proportion du bio. Quand même, on va dire qu'en plus on est en France. J'écoutais encore un podcast la dernière fois de biomécanique qui interrogeait. Euh, alors, comment il s'appelle déjà? J'ai perdu son nom. Oui, je dis n'importe quoi, j'ai pas perdu son nom. C'est Florian d'Horizon qui lui a mis en place donc des compléments alimentaires et qui disait que en France était le pays le plus draconien, drastique en termes de réglementation. Donc bon, je dis pas que le bio est magnifique en France, je dis juste que c'est tellement soumis à des contrôles que généralement quand on dit c'est bio, c'est que au moins à 90% vous êtes sûr qu'il y a du bio. Bio ne veut pas dire pas calorique d'ailleurs, hein, et c'est ce que disait aussi l'article, c'est que parce que vous mangez bio, vous mangez pas gras, hein. Ne faisons pas enfin, on fait bien la différence entre le bio et les calories, quoi. Je veux dire, une carotte, ça reste une carotte, qu'elle soit bio ou pas, elle a la même valeur calorique. Mais par contre, et c'est là où c'était intéressant, j'ai fait un parallèle avec un podcast que j'avais écouté, dans lequel un diététicien s'exprimait un petit peu scientifiquement, et c'était très intéressant, en disant que c'est vrai qu'on ne peut pas clairement établir qu'il n'y a pas de cancer ou moins de cancer par le fait de manger bio. Donc c'est quand même un peu la recherche aujourd'hui, parce que être juste pas diabétique, ou en tout cas d'être moins en surpoids, bon, moi j'estime que c'est un petit peu, c'est pas que c'est pas un sujet, c'est pas que c'est pas des sujets intéressants, mais c'est pas réellement aujourd'hui la recherche, elle est basée sur des maladies et des maladies beaucoup plus s'étendent au monde, parce que le diabète, il y a aussi un problème alimentaire, de sédentarité, mais le cancer, ça peut toucher des gens qui sont très sains dans leur vie. Et l'idée, c'était de se dire, est-ce que manger bio, ça pourrait nous permettre aussi d'échapper à ce fléau, dont la maladie qui est quand même la plus répandue actuellement au moins dans les pays occidentaux, qui est celui du cancer. Donc ça, la recherche scientifique n'a pas encore établi vraiment de cause à effet. Mais parce que bon, manger bio, c'est pas manger des pesticides. Donc si on mange pas de pesticides, a priori, on serait quand même plus à même de s'éloigner de ces problématiques de cancer
qui sont favorisés quand même par l'ingestion de ces produits-là. Et puis les troubles hormonaux, etc., etc. Donc tout ça, ça se percute. Donc non, ce qui était intéressant, c'était qu'il disait qu'a priori, il n'y avait pas vraiment de cause à effet, ou en tout cas, on ne pouvait pas encore le déterminer. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'était plutôt la qualité vitaminique et des minéraux composant en fait les aliments. Et clairement, en fait, il préconisait, si possible, de manger bio. Pourquoi? Parce que effectivement, si on voulait favoriser l'absence de prise de compléments alimentaires, ou en tout cas les diminuer de manière drastique, parce que l'alimentation aujourd'hui n'est pas pourvue de qualité, enfin du moins les aliments ne sont pas pourvus de qualité nutritionnelle aussi intéressante qu'il y a 50 ans, c'est parce qu'entre autres, on les a, bon déjà on les cultive en dehors des saisons, ce qui n'est pas le cas logiquement quand c'est du bio. Donc c'est pour ça que ça me fait toujours rire quand les gens mangent des fruits, des légumes hors saison bio qui sont venus d'un autre pays, qui utilisent donc un procédé bio qui n'est peut-être pas toujours bio parce qu'en fait, en tout cas pas la réglementation française, et qui a pris l'avion. Donc bon, est-ce qu'on est vraiment bio, écolo quand on sait que ça a une empreinte carbone énorme? Bon, ça me fait rire. Pour manger des cerises, je dis n'importe quoi, mais en France, c'est vrai qu'ils mangent des cerises même en décembre maintenant. Donc, ça me tue un peu. Et donc c'est à l'état d'esprit, l'empreinte carbone, tout ça. Donc déjà, ça s'éloigne de la réalité de la mise en place de ce bio, peut-être sans pesticides ou pas, autant que ce qu'on pense en fait. Et mais par contre, si vous voulez, si les produits sont mangés donc bon, en saison bio français, ou en tout cas à label qui serait parallèlement de bonne qualité, comme ça peut se faire en France, euh, on était pratiquement sûr qu'au niveau nutritionnel, au niveau micro, nutrition, pas la macro, parce que la macro, donc, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que bon nombre d'entre vous qui écoutent ce podcast le savent, c'est qu'on n'est pas sur des lipides, glucides et protéines, donc pas sur les calories au sens pur du terme, comme je le disais tout à l'heure, donc on a les mêmes valeurs caloriques. Mais par contre, en termes de valeurs nutritionnelles sur les micronutriments, minéraux et vitamines, on avait une quasi-certitude que la carotte bio n'avait pas du tout la même teneur en vitamines que la carotte non bio. Voilà. Alors après, comme il l'expliquait très bien, c'est que tout ça, c'est des recherches agroalimentaires, c'est beaucoup d'argent dépensé pour pouvoir faire des études. Est-ce qu'on pourrait faire des études sur tous les types d'aliments? Est-ce que c'est pareil pour la viande? Est-ce que c'est pareil pour les produits laitiers? Donc, dans cet article que j'ai cité tout à l'heure, du magazine que je lisais, il précise que a priori, par exemple, pour ce qui est du lait bio, ça contient 50% d'oméga 3 en plus. Donc bon, bah, on sait quand même que les oméga 3, on est quand même pauvre dans la qualité de la consommation de ce micronutriment. On sait aussi que, par exemple, l'huile d'olive, elle, en pression à froid, elle permet de conserver un plus grand nombre de nutriments, que justement les produits qui ne sont pas bio sont plus sensibles. Et ça m'a fait un peu tilt. Alors je voudrais pas dire de bêtises de ce que je me souviens, mais en tout cas il y avait une vitamine que contenait le lait bio qui était plus résistante à la chaleur et au soleil et à la lumière. Ce qui veut dire que votre brique de lait en verre que vous pouvez peut-être acheter, qui n'est pas bio toujours, hein, perdrait ces vitamines plus rapidement qu'un lait non bio. Et puis évidemment, la teneur des vitamines dépend aussi de la qualité des sols. Et vous pourriez retrouver des vitamines et des minéraux dans certains aliments comme il y a 50 ans, comme on pense avoir dans les produits bio, qui n'existent plus du tout en fait dans le produit que vous achetez qui est industriel. Donc ça c'est intéressant parce que moi je suis confrontée aujourd'hui et j'adore ça à la science, et puis je suis toujours dans pas le je dirais pas la propagande de la supplémentation. Je dis juste que aujourd'hui on sait que les aliments sont pas suffisants pour nous permettre d'avoir une santé optimale. Et justement, ça m'intéressait, ça m'a interpellée parce que je dis pas que je veuille absolument que les gens se supplémentent, mais peut-être simplement se supplémenter de manière intelligente et se dire
qu'à coup sûr, quelqu'un qui mange pas bio ou pas du tout bio, bon, il mange pas du tout de vitamines, de fruits, de légumes. Bon, ça, c'est encore un autre phénomène, lui, il est plus que problématique. Cette personne est problématique, je pense. Mais si elle mange relativement normalement équilibré, mais qu'elle ne mange pas bio, on a quasi pas du tout la même façon d'aborder la supplémentation ou le complément alimentaire que celui qui mangerait bio. Voilà. Alors les recherches, je vous dis encore une fois, sont très chères. Est-ce que ça intéresse les gens qui ont de l'argent pour aller faire aliment par aliment des études? Et est-ce que en plus de cela, ce serait vraiment pas un travail titanesque, je dirais, puisque les sols bio sont aussi différents d'une région à l'autre. Et donc l'aliment apporterait des vitamines différentes. Peut-être que certains sols du nord de la France vous apporteraient des carottes avec beaucoup de vitamine A, de bêta-carotène, de je ne sais quoi, alors que peut-être que la carotte du sud le ferait moins ou inversement compte tenu de l'exposition, de la météorologie, etc. etc. Mais ça rejoint aussi quelque chose que j'écoutais aussi la dernière fois, c'est un médecin qui disait, médecin-chercheur, qui après tant d'années, qui avait quand même 60 ans de bouteille dans la matière, qui disait, oui, en fait, réellement, si vous arrivez à appliquer quelque chose que personne n'applique, vous serez pratiquement sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut à l'année, c'est manger de saison. Donc ça, c'est important, parce que l'aliment aura automatiquement quasiment tout ce qu'il peut y avoir comme nutriments correspondant à sa fiche étiquette nutritionnelle habituelle, parce qu'il a été, on va dire, il a poussé dans les conditions météorologiques qui lui sont favorables, c'est celle de la nature. Bio, parce que ben, ça permettrait d'enlever les pesticides, les risques, si on n'a pas de certitude, les risques. Et des fois, ben, malheureusement, les gens ne s'occupent pas de la santé parce que ce n'est qu'un risque. Donc le risque, il n'y a pas de certitude. Donc voilà, on est plus dans le préventif que enfin, dans le curatif que dans le préventif dans l'état d'esprit des gens aujourd'hui. Et j'en veux d'expérience sur l'assurance, sur plein d'autres domaines dans lesquels je suis intervenue dans ma vie. Et ça, si vous voulez, plus le fait d'en manger, et c'est ce qu'il disait, 60, écoutez bien, 60 fruits et légumes différents à l'année. Et franchement, si ça vous paraît pas beaucoup, ben, je peux vous dire que si vous faites la liste, alors en plus il faut plus de légumes que de fruits. Parce que ça, c'est un bon équilibre au niveau glucides. Manger des fruits, c'est très bien, mais ça reste du sucre. Si vous mangez 5 fruits et légumes par jour, mangez toujours au moins 3 légumes et 2 fruits, plutôt que de manger 4 fruits et un légume. Hein, parce que là, je vous dis pas le taux de sucre que vous bouffez. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais donc, du coup, 60 fruits et légumes par an, même si on reste que sur les légumes, c'est pharaonique. Voilà. Et ça va vous obliger, comme il disait, à aller chercher et puiser sur des légumes que vous ne mangez jamais. Et donc, du coup, une quasi-certitude d'aller toucher toutes les vitamines et minéraux qui sont correspondants aux besoins que vous avez à l'année. Parce que c'est important c'est pas une question de cure et de manger sainement et plein de vitamines pendant une journée. Votre corps, il n'est pas capable non plus d'avoir une surdose de certaines vitamines qu'il ne va pas capter, qui va faire, qui va pisser, hein, il va rejeter tout en une journée. Donc, il faut toute l'année en fait être supplémenté correctement, ou en tout cas manger correctement pour avoir l'apport qu'il nous faut à part certaines vitamines liposolubles. Voilà. Donc, si vous voulez, c'était intéressant parce qu'en plus, il disait que nous, en tant qu'humains, comme n'importe quel animal, on était sujet à des carences en fait de vitamines en fonction des saisons et que les légumes les apportaient de manière équilibrée. C'est-à-dire que les légumes d'hiver sont les légumes qu'il vous nous faut pour nos carences en période d'hiver. Voilà. Donc tout ça, c'est merveilleux parce que même si on n'a pas d'explication pour tout, il y a beaucoup de choses qui se matchent quand on n'enlève pas les pièces du puzzle telles qu'elles ont été mises en place en fait. Donc c'est hyper intéressant de faire de la recherche, mais il y a des fois où je me dis que la simplicité, et encore une fois, c'est parfois des choses qu'il faut mettre en place. Bien sûr, on est tous, je pense, tous un peu sensibilisés à la chose parce que même si on est quand même relativement renseigné, qu'on a l'habitude de regarder les étals de nos magasins, et il disait très bien un truc, prenez la photo de votre magasin habituel de grande surface le 1er janvier au niveau des légumes, prenez-en une au 15 juillet, prenez-en une au 31 décembre, vous verrez que l'image est la même.
Parce qu'en fait, toute l'année, on mange des tomates, toute l'année, on mange de la salade, toute l'année, on mange des poivrons, toute l'année, on mange des carottes, ce qui, somme toute, n'est pas normal. Et donc, du coup, aujourd'hui, on ne sait absolument pas quels sont les légumes et les fruits de saison. Et pourtant, ce sont ceux qui sont les plus adaptés à nos besoins en fonction des saisons. Donc, voilà. Donc le bio, c'est super. En tout cas, si c'est pas une certitude que ce soit bon contre le cancer, il y a une certitude sur le fait que les vitamines et minéraux que contiennent ces aliments sont à haute teneur ou en tout cas de meilleure qualité que ceux que vous pourriez manger, qui sont déjà depuis 3 jours sans plus aucun nutriment, si ce n'est que le goût. Et encore, des fois, la tomate en période de hors saison, elle est dégueulasse. Ça, c'est mon avis personnel. Ça aussi, vous l'avez fait en tomate avec beaucoup de sucre. Voilà, voilà. Ça, c'était mon petit laïus sur le bio. Alors, deuxième sujet, parce que l'idée, c'est pas de rester sur un sujet uniquement. Le deuxième sujet qui m'a un petit peu interpellée cette semaine, ou la semaine dernière, je sais plus quand est-ce que j'ai lu l'article, c'était sur mettre les enfants à la diète, avec un gros point d'interrogation. Ah, oh, je vais y arriver. Un gros point d'interrogation. Je vais articuler quand même. Et c'est vrai que c'est une grosse question parce que quand on voit un enfant en surpoids, on a tendance à vouloir effectivement faire la même chose que ce qu'on fait habituellement en tant qu'adulte, c'est de les mettre au régime. Et donc cet article les explique en fait réellement le surpoids de l'enfant n'est pas la même problématique du tout que l'adulte et que il faut quand même s'entendre déjà à ce que si on ne le met pas au régime, la seule bonne action qu'on a à faire pour un enfant en obésité, c'est déjà de le permettre de manger tout simplement sainement. Voilà. Parce que réellement, s'il est en obésité, on n'est pas là pour lui faire faire des régimes qui peuvent d'ailleurs avoir des contraintes physiques qu'on n'a pas du tout en tant qu'adulte et avoir des répercussions sur sa santé. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais a priori c'est quand même hyper important de ne pas du tout partir sur un régime et je pense que de toute façon en tant qu'enfant pour sa croissance c'est pas une bonne idée. Je ne serais même pas allée sur cette façon de faire, mais bon dans des pays on va dire d'Amérique du Nord, Amérique en tout cas, États-Unis. On a tendance un peu à être un peu plus drastique sur le sujet et on passe un peu du tout à rien, du McDo et du Burger King à la salade verte et à 2 heures de sport par jour, ce qui pour un enfant est très contraignant physiquement, très contraignant pour sa santé et très contraignant psychologiquement. Mais ce qui m'a interpellé surtout sur cet article, même si le débat, je pense, pourrait être ouvert à bien d'autres sujets encore, et j'en ai beaucoup de choses à dire, mais l'idée c'était quand même de faire une petite chronique et d'ouvrir le débat. C'était sur l'obésité. On avait un petit témoignage de Patrick Tougnan, qui est chef du service de nutrition et gastro-entérologie pédiatrique à l'hôpital de Trousseau à Paris. Et il disait qu'on avait des idées reçues sur l'obésité infantile parce qu'elles se nourrissent essentiellement de nos pathologies de l'adulte. Et que, en fait, seuls les enfants qui étaient prédisposés à l'obésité le deviendront et que les autres n'étaient pas à risque, quelle que soit leur alimentation, leur activité physique. Ces enfants ne deviennent pas obèses parce qu'ils mangent trop, mais ils mangent trop parce que leur cerveau le leur commande. Leur niveau de satiété est plus élevé. Euh, ils sont programmés pour. Ils sont programmés pour. Ensuite, ce n'est pas la pauvreté qui rend obèse, mais l'obésité qui se concentre essentiellement dans les couches les moins favorisées. Les obèses sont précarisés au niveau professionnel et il existe une reproduction sociale de l'obésité par le mariage. Les riches minces épousent les femmes minces. En revanche, les femmes obèses se marient plutôt dans les couches populaires. Accuser un enfant d'être responsable de son obésité et lui reprocher de trop manger, c'est ignorer ces éléments. Enfin, l'obésité est une maladie socialement et psychologiquement terrible pour les enfants, mais bénigne médicalement, car il y a peu de complications, ce qui m'a d'ailleurs étonnée. La prise en charge et le régime ne s'imposent que dans certains cas extrêmes et quand l'ado en fait la demande. Donc j'ai trouvé que ce témoignage de ce médecin était intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, on s'aperçoit qu'a priori, il y a un problème de régulation au niveau du centre hypothalamique de ces enfants, ce qui n'est pas obligatoirement le cas pour les adultes. Donc ça voudrait dire que même un adulte qui était obèse enfant et qui l'est resté en étant adulte perd en fait cette peut-être problématique-là.
Ensuite, ce qu'on est certain en tout cas, c'est qu'en tant qu'enfant et obèse, il n'y a pas de corrélation avec certitude. En tout cas, il n'y a pas de corrélation, mais en tout cas, ils disent qu'a priori, ça n'a pas d'incidence sur la santé. Ce qui m'a beaucoup interpellée, parce que là, pour le coup, j'en ai appris quelque chose. Pour moi, un enfant obèse était soumis aux mêmes problématiques de santé qu'un adulte, ou en tout cas en devenir. Et ce n'était pas le cas. Donc, même si, a priori, de ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai jamais fait vraiment de recherche très profonde là-dessus, un adulte qui a été anciennement obèse a toujours cette programmation à prendre du poids plus facilement et en tout cas à perdre du gras moins facilement. Ça, en tout cas, dans le sport et dans le coaching nutritionnel et les gens qui sont dans le monde de la nutrition, on s'aperçoit souvent que, et même par exemple, pour le cas, moi, l'avoir vécu dans le culturisme et le bodybuilding, j'ai beaucoup fait de recherche, pas de recherche, de lecture là-dessus. C'est vrai que les gens qui étaient obèses avaient tendance à avoir du mal à être dans la sécheresse physique imposée par le culturisme. Bon, après, sujet à débat sur le fait de le faire, mais ça, en tout cas, les gens qui voulaient en tout cas être compétiteurs et obtenir les résultats auxquels on les astreignait, ou en tout cas ils s'astreignaient pour gagner, avaient plus de mal à être secs comme quelqu'un qui, lui, n'aurait pas eu ces problèmes d'obésité d'enfant. Donc après, ça n'entraîne absolument pas de problème de santé. Et c'est vrai, quelque part, si on ouvre le débat, a priori, bon, bah, vous n'êtes pas sec. De toute façon, déjà, je veux dire, la sécheresse imposée dans les compétitions n'est pas la réalité de la santé. Au contraire, c'est même pas du tout optimal. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, ça n'entraîne pas, en tout cas, le fait de ne pas perdre du poids de la même manière que votre voisin. Ça ne veut pas dire que vous êtes en mauvaise santé. Mais bon, mais moi je pensais quand même que on avait plus de risques d'être obèse, d'avoir de diabète ou de cholestérol. Bon, mais en attendant, ce qui est très intriguant dans cette petite partie de l'article, c'est que qu'ils ouvrent quand même l'idée que l'enfant a un problème au niveau du cerveau. Alors un problème, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas une petite couac dans le cerveau qui justifierait en fait le fait qu'il ait moins de satiété. Et donc, si hormonalement, au niveau de l'hypophyse, il a un problème de satiété, il a tout le temps faim, et que s'il a tout le temps faim, c'est vrai que c'est quand même compliqué de le restreindre à moins manger. Parce que même si vous le mettez en déficit calorique, il aura tout le temps faim. Souvent, quand on est en déficit calorique, les premières semaines, on sait qu'on va se confronter à la faim. Quand on est adulte, en plus, on est capable de gérer, ou en tout cas, on trouve des solutions pour gérer, affronter la difficulté de la faim. Et en tant qu'humain, on est censé pouvoir en tout cas, de pouvoir le gérer. Mais en tant qu'enfant, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que votre copain, lui, il mange. Donc la frustration, c'est bien pour un enfant, mais c'est quand même difficile. Ensuite, c'est aussi se dire que on le met dans une contrainte physique. Hein, parce que être en déficit calorique, des fois, ou même si on est en surpoids, on a beau avoir des réserves d'énergie, on peut se retrouver des moments où on est beaucoup plus fatigué. Et donc, du coup, c'est vrai que quelque part, c'est un peu, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit que si la personne, même, elle a l'estomac. Alors, quand on est adulte, on a l'estomac qui se rétrécit. Mais là, en tant qu'enfant, cette satiété qui n'existe pas, même si elle a l'estomac qui se réduit, elle a quand même faim. Et donc, elle ne passe même pas l'épreuve du ça va un peu mieux, j'ai perdu du poids, donc j'ai moins faim. C'est pas toujours le cas, a priori, pour un enfant, ou en tout cas, ce serait beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est une grande découverte. Et puis, c'est parallèle avec l'obésité dans le monde des couches les moins favorisées. Bon, ça ouvre un autre débat qui est beaucoup plus large. Je pense qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Donc ça, il ne faut pas se cacher, se fermer les yeux. Et c'est vrai que dans les quartiers populaires ou défavorisés, on a remarqué qu'il y avait quand même une très forte tendance à l'obésité ou au surpoids ou proportionnellement aux quartiers riches. Bon, je pense qu'il y a aussi l'accès à la nutrition de belle qualité, il y a l'accès aux produits minceurs, l'accès au coaching, au suivi nutritionnel, aux conseils, à la lecture. Mais pourquoi, en tout cas, il y a aussi un phénomène d'obésité, c'est que socialement, l'obèse et comme d'ailleurs l'anorexique ou la personne qui serait extrêmement mince, a tendance à être un petit peu socialement mis de côté et à se
s'allier physiquement à des personnes qui les comprennent ou qui leur ressemblent, pardon. Et d'ailleurs, combien d'entre vous ou d'entre nous, parce que je voudrais pas non plus m'exclure à chaque fois, s'est dit, bah, tiens, et donc elle est très très mince, elle est avec un mec qui est énorme, qui est gros, comment elle fait? Je dis pas que c'est ce que j'ai pensé, mais je l'ai déjà souvent entendu, en tout cas. En disant, ouais, elle est belle, qu'est-ce qu'elle fout avec un gars qui est en surpoids? C'est quand même assez tendance, enfin voilà, on a souvent tendance à se dire ça. Et puis l'obèse, c'est aussi quelqu'un que on pense être, qui est pas capable de se gérer, qui est pas capable de faire attention à lui, etc., etc. On met les gens dans des catégories, on va dire. Alors, je pense quand même que aujourd'hui, ce phénomène a tendance à s'amenuire parce que on s'aperçoit que les problèmes de surpoids touchent aussi les personnes de des classes, on va dire, plus favorables, parce que on a de plus en plus tendance à être à la procrastination et à ne pas vouloir bouger. Et je tiens encore, ce que je disais, c'est qu'on a beau avoir une superbe alimentation, si on ne se bouge pas tous les jours, si on est à la sédentarité, ah oui, non, mais tu comprends, moi j'ai ma voiture, je vais prendre la voiture pour aller faire 500 mètres. Voilà, je pense plus ça. Aujourd'hui, on est peu des flemmards. Je dis pas que les obèses, et c'est pas ce que je dis, les obèses n'ont pas de justification pour se défendre et qu'ils n'ont pas des problématiques de maladie. Je dis juste qu'il y a une catégorie de la population en surpoids simplement, sans obésité, sans parler de maladie et d'obésité, juste de surpoids euh, qui pourrait être largement en tout cas combattu par le fait de faire un petit peu plus attention à son quotidien et juste de marcher un peu plus et d'arrêter de procrastiner et de rien faire. Mais en tout cas pour l'enfant, ça m'a un peu interpellée et si c'est pas le cas pour vous, bah écoutez, je serais étonnée parce que je ne savais pas du tout, en tout cas moi, que l'obésité infantile n'était absolument pas la même que l'adulte et qu'elle ne répondait pas ni aux problèmes, aux mêmes schémas, on va dire, médicaux, ni aux mêmes problématiques de traitement et que ça n'avait pas les mêmes conséquences sur la santé. Voilà. Donc, petit sujet qui voilà, a été intéressant et je trouvais ça bien de pouvoir le partager avec vous. Dernier petit sujet, et ça c'était quand même mon petit clin d'œil parce que bon, il fallait bien que je revienne là-dessus. Quelque part, j'avais ouvert le sujet et ça va nous permettre de rebondir sur quelque chose de plus sympathique, on va dire, de plus amusant en cette fin d'année ou début d'année. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast. Et le sujet était revenu sur le Sisu, qui était donc la fameuse botte secrète de nos Finlandais. Nos Finlandais qui étaient le pays le plus heureux du globe et qui, a priori, a mis en place pour combattre le froid et des fois la grisaille, voire les périodes hivernales dans lesquelles les jours sont très courts, des petites techniques. Et je voudrais revenir avec vous sur ces techniques-là. Alors du coup, on a déjà une première petite approche qui est la notion de résilience. Alors cette notion-là, je la retrouve énormément dans les podcasts que j'entends, que j'écoute dans le sport et dans le monde du business, dans lesquels ils disent qu'en fait, donc, le sisu est une forme unique de résilience et de persévérance devant l'adversité. Oui, on s'en fiche. Peut-on acquérir cet art de la niaque? Non, si on le considère comme un trait culturel. Mais oui, dès lors qu'il repose sur un mode de vie simple relié à la nature, basé sur le faire soi-même plutôt que l'achat compulsif, et l'action plutôt que la passivité, une alimentation saine, et un mental entraîné à se demander comment y arriver, plutôt qu'à se dire je n'y arriverai jamais. Donc en fait c'est un peu l'idée de la positive attitude, l'idée de se retrouver dans la simplicité, donc j'en ai souvent parlé. Pourquoi? Parce que je pense que l'adversité, et puis se confronter peut-être à des cas d'adversité, on va revenir après aux méthodes qu'ils appliquent. Mais si on fait le bilan, ils disent quoi? La passivité, l'action plutôt que la passivité, une alimentation saine, le faire soi-même, le mode de vie simple.
C'est un peu ce que je disais depuis le début. C'est quelque part, des fois, d'être capable de se dire, la simplicité, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et puis, de manger tout simplement sainement plutôt que de se prendre la tête de savoir combien de macronutriments je dois manger en équilibre à 30% de lipides ou 45% de lipides. Bien que moi, je fasse ces tests-là pour une raison que vous devez connaître maintenant si vous avez écouté mon dernier podcast, que je vous invite à écouter d'ailleurs. Mais plus pour rechercher une paix intérieure sur mes problèmes intestinaux. Mais n'empêche que c'est vrai que pour le tout venant, manger juste sainement, ça devrait déjà être quelque chose à acquérir. Et puis l'action plutôt que la passivité, ce qui rejoint aussi le fait d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de se dire je vais faire plutôt plus demain. Alors moi je le fais souvent, hein, mais ça c'est quand j'ai envie de fuir quelque chose. Moi je parle de la passivité, c'est pas pour autant une qualité, hein, ce que je dis. Hein. Moi je suis dans la procrastination parce que souvent je fuis quand je vois que j'ai une idée et que j'arrive pas à la mettre en place ou que je dis toujours demain, c'est que c'est pas une bonne idée. En tout cas, c'est pas une idée que je dois suivre parce qu'il y a un problème. Donc voilà. Non, je parle plutôt de se dire ouais, c'est pas grave, on verra demain. Enfin, je m'en foutisme de tout et être dans machin fera ou truc je m'appellera ou voilà. C'est plus cette passivité là qui m'exaspère, mais elle m'exaspère plus parce que je trouve ça dommage en tant qu'humain de toujours se dire demain alors que demain ça peut être le dernier jour et surtout se dire que ben même si et je dis pas que je suis pas encore une fois une croyante, ce qui est d'ailleurs le cas, je suis pas croyante, mais je remets pas en question la croyance, je remets en question le fait qu'on ne sait pas et on n'a pas de certitude qu'on a quelque chose après la mort. Et que je trouve serait quand même dommage qu'à chaque fois, on dit, voilà, on va voir les choses passer et on verra plus tard pour être actif. Le côté positif mindset, c'est de dire comment y arriver plutôt que de se dire je n'y arriverai jamais. Et d'ailleurs, quand je reviens au sport, parce que je trouve que c'est là où on a la plus... en tout cas, ça va être le plus concret pour vous. Quand vous avez des moments où vous êtes dans une action sportive que vous faites jamais, ou vous faites, qui va vous en contraindre physiquement à une douleur, si vous vous dites je vais pas y arriver, 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 bon, il y a un moment donné, vous vous arrêtez. Voilà. Alors que quand vous êtes en train de courir en disant bon, là je souffre, comment je peux y arriver? Ok, alors tu ralentis un peu, tu accélères, tu marches plus à droite, tu marches plus à gauche. Voilà, tu trouves une solution, tu regardes plus, voilà, tu as un problème avec ta cheville, est-ce que tu, voilà. Et le fait de se poser toutes ces questions-là, trouver, écrire, par exemple, vous êtes confronté à un problème au boulot en disant putain, mais je vais jamais y arriver, c'est un boulot trop compliqué ou c'est une demande trop compliquée. Bon, ok, alors concrètement, comment je pourrais y arriver? Qu'est-ce que sont mes cartes? Les cartes que je n'ai pas qui me permettraient d'y arriver. Voilà, celle-ci. Est-ce que je les ai et comment, si je les ai pas, je peux les obtenir? Voilà, c'est toujours essayer d'obtenir quelque chose de plus pour avancer. Et si vous n'arrivez pas au but final, vous allez voir que vous avez fait quand même déjà les trois quarts. Et peut-être que ce dernier quart qui vous manque, c'est soit les circonstances, la chance, plein d'autres choses, mais vous aurez avancé plutôt que vous n'auriez stagné, voire même reculé parfois. Voilà, donc ça c'était le petit tissu au sens général et la résilience. Et du coup, se confronter peut-être des fois à de l'adversité. Et ça c'était pas mal parce qu'il y avait donc la citation, enfin le projet du bon bain à 1 degré. 1 degré. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait la méthode Wim Hof qui consiste à tester donc un bain glacé ou dans lesquels on fait cette immersion après une petite méthode si elle est bien faite dans le stage que vous pourriez suivre en quelques heures. Hein. Donc on vous permet ensuite d'aller vous plonger dans ce bain magnifique glacé. Donc il doit être pas loin des 1 degré et de tenir au minimum 1 minute. Mais vous avez appris pendant quelques minutes, quelques heures, en fonction des gens qui vous proposent cette méthode, de la respiration. Et je peux vous dire que jusqu'à que vous mettiez le doigt de pied dans cette bassine d'eau glacée, vous n'avez pas trop conscience de la raison pour laquelle vous apprenez cette respiration, ou c'est plusieurs méthodes de respiration, et après vous savez pourquoi.
Donc, je dis ça, c'est parce que moi, je suis en Nouvelle-Calédonie, qu'il fait 40 degrés. Bon, même si en hiver, il fait un peu plus frais, on met un pull quand il fait 20 degrés. Ou en tout cas, je dirais ça, les 15 degrés. Mais bon, 20 degrés, c'est déjà pas mal. Et donc, du coup, voilà, le bain à 1 degré, les Finlandais sont très, très connus, et très, très connus pour le faire. Et en fait, ça se rapproche énormément de la méthode Wim Hof, mais qui a tendance à, comment être de plus en plus utilisé ou en tout cas de recommander dans un point de vue santé. D'un point de vue santé, parce que ça pourrait apporter effectivement. Alors, je mets beaucoup de guillemets ou de pincettes sur les vrais retours, parce que j'ai écouté j'ai lu beaucoup d'articles et j'ai écouté beaucoup de podcasts sur cette méthode, mais beaucoup de personnes reviennent en disant bah, ça m'a permis de ne plus avoir de problème au bout d'un an en faisant cette méthode régulière d'eau glacée. Je n'ai plus de problème de vue, j'ai plus de problème articulaire. Bon, il n'y a pas eu d'études de recherche là-dessus, donc je mets des pincettes sur la certitude que toutes les maladies pourraient être soignées grâce à la méthode Wim Hof, ou en tout cas à ce bain glacé. Mais en tout cas, ce bain d'hiver, il aurait comme particularité tout de suite endorphine, dopamine, sérotonine et ocytocine noient le cerveau dans le bonheur comme après une séance de sport intensif. Cela diminue le stress, la dépression et stimule la défense immunitaire. L'immersion progressive peut durer 1 minute avec baume de laine, chaussons et gants. Un avis médical est conseillé, bien sûr, pour les problèmes cardiaques. Sinon, une douche froide de 30 secondes par jour procurerait les mêmes effets. Alors ça, je peux vous dire que comme je n'ai pas de bain glacé en bas de chez moi, j'ai commencé les douches glacées d'1 minute tous les jours. Et c'est vrai qu'avec le temps, on finit par s'habituer. Mais c'est une forme pour moi d'adversité et je trouve ça très intéressant de se confronter un petit peu au choc, à la difficulté physique parce que je suis extrêmement sensible au froid. Je supporte pas avoir froid. Voilà, parce que je suis certainement dans un pays chaud, donc c'est voilà, peut-être que c'est moi, peut-être que voilà. Après, certains diraient que j'ai pas un taux de masse grasse suffisant pour supporter le froid. Je ne sais pas, parce que j'ai vu des gens qui font de la méthode Wim Hof, qui sont minces comme je sais pas quoi et qui arrivent très bien à le supporter. Mais du coup, c'est bien parce que je pense que au-delà du fait, les bénéfices physiques que je viens de vous citer, je pense que c'est aussi un moyen, si vous n'avez pas les capacités, les possibilités, vous vivez en centre-ville, vous ne pouvez pas de toute façon voilà, vous confronter à l'adversité chaque jour, parce qu'en plus c'est un petit peu exagéré. On n'est pas là non plus pour vous mettre dans la pression physique au quotidien. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là, mais que vous voulez quand même bénéficier un petit peu des avantages, une douche froide glacée tous les matins, je pense que ça peut être déjà quelque chose de très très bien. Bon, d'abord pour se réveiller, je vous assure que ça vous réveille très très bien. Ça n'est absolument pas voilà, vous mettre dans une situation de santé dangereuse. Et je pense que c'est aussi vous permettre de voilà, vous confronter à des difficultés. Et je ne sais pas si on peut faire un parallèle à la vie. Mais je pense que quand on est souvent, ou les plus souvent, ou de temps en temps, confronté à de l'adversité, on ne prend plus la vie de la même manière. Et donc, du coup, on se dit peut-être moins facilement, je vais pas y arriver. Voyez. Et c'est aussi ça qui, a priori, rendrait plus heureux, en dehors des hormones qui seraient stimulées comme voilà, une course ou un sport très intensif. C'est peut-être plus facile parfois de se faire une bonne douche de glacé qui, voilà, ça vous réveille, ça vous fait du bien et en même temps on se dit, bon, allez, la journée va bien commencer là, c'est bon, je suis prêt, j'ai le mindset positif, plutôt que bon, bah, vous faire un hit tous les matins avec des kettlebells et 10 minutes où votre cœur est en train de crever parce que bah, voilà, et ça tous les jours c'est peut-être un petit peu excessif. Voilà, donc voilà, c'est un secret parmi les secrets du bonheur. Deuxième chose, baies et champignons au menu. Alors ça c'est le titre, mais en gros, qu'est-ce qu'ils disent? Des fruits, des légumes et des poissons gras. On les associe à des flocons d'avoine, du pain, de seigle ou des sources de vitamine B, de fer, de magnésium, de zinc. Bon là je ne les cite pas, mais en gros, bah, ils mangent très sainement. Ils mangent énormément vitaminiques, micronutriments, macronutriments. Dans des pays où il fait froid, où d'ailleurs on a peut-être moins de problèmes qu'en Nouvelle-Calédonie sur la conservation aussi, hein.
Bon, ils ont de l'été, mais je veux dire, ils ont des produits qui sont peut-être meilleurs en termes de conservation de vitamines. Parce que nous, la chaleur ici, ça tue quand même énormément les légumes, les fruits. Donc c'est vrai que c'est quand même un bénéfice pour avoir une belle alimentation. Donc ça, l'alimentation saine, je pense qu'on est d'accord, mais ils privilégient quand même beaucoup les poissons. Alors, je ne dis pas que la viande c'est mauvais, mais je dis juste que je pense qu'il faut intégrer énormément les poissons de belle qualité. Et sport et nature, le ticket gagnant. Ils disent encore, pour finir, que les racines du tissu sont aussi dans l'éducation. Les petits Finlandais jouent en plein air par tout temps, marcher en forêt, faire du vélo, 12 mois sur 12. Toutes ces activités entraînent le mental et le physique. Les Finlandais ont également un concept pour comment désigner l'exercice fortuit, monter les escaliers, sortir le chien, faire le ménage à fond, de quoi découvrir sa propre force en toutes circonstances, autre source du tissu. Donc, si vous n'avez pas l'adversité parce que le bain à 1 degré ne vous suffit pas, sachez que vous pouvez tout simplement tout le temps profiter de l'extérieur et le plus possible vous mettre dans des situations qui vont vous obliger à faire des efforts physiques, mentaux et que ça favorise le bonheur. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me dire, oui, mais bon, attendez, c'est quoi le planning qu'il faut là? Il faut faire un bain d'un degré le matin, il faut marcher même quand j'ai besoin de ma voiture. La pollution, c'est pas le top non plus à respirer. Moi, j'ai pas le temps non plus d'aller manger bio. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup d'infos qui m'obligent à financièrement, physiquement, d'un point de vue de planning, à me faire plein de choses. Moi, je pense qu'il faut faire étape par étape. Il faut déjà tester avant de dire que c'est pas possible. Et ça rejoint un petit peu euh, l'objet de ma conclusion finale, c'est est-ce que l'expérience, c'est nécessaire? Alors, je n'ouvrirai pas le débat parce que j'aimerais bien qu'on en discute dans un autre podcast sur l'expérience, le fait on est plus crédible avec l'expérience, que ça nous permet de justifier aussi nos connaissances et ça serait un petit peu le parallèle avec ce que j'ai vécu et ce que je vis avec mes problèmes intestinaux. Je suis pas scientifique, je suis pas médecin. Et par contre, je peux vous assurer que ce que je vis me permet aujourd'hui de conseiller les gens. J'en ai pas fait un métier pour l'instant et je sais pas si je brillerai carrière là-dedans, mais je pense que, en tout cas, ce que je recherche, c'est ce que je fais, ce que je dis. C'est pas parole d'évangile, mais en tout cas, ça permet quand même de pouvoir communiquer un max parce que j'ai fait beaucoup de recherches et que je pense que tout le monde ne se met pas à faire des recherches sur les macros, micros ou le microbiote s'il n'a pas de problème de santé. Donc je pense que ça rend plus fort et plus crédible quand on écrit et quand on lit des articles de gens qui vivent ou qui ont vécu la chose. Donc ça, c'est un premier sujet. Mais non, l'expérience, est-ce que c'est pas aussi un moyen, même si on n'arrive pas à le mettre en place au quotidien parfaitement, c'est faire des expériences pour pouvoir dire non, c'est pas bon pour moi. Parce que c'est comme un enfant qui ne veut pas manger un légume ou un fruit. C'est souvent la première réaction qu'il a, c'est de dire non. Non, bah, je connais pas. L'inconnu fait peur. Et l'enfant est un bon exemple. J'adore écouter et regarder les enfants parce que ils sont l'image type de ce qu'on devrait être au quotidien parce qu'ils sont désinhibés de nos obligations auxquelles on s'impose avec le temps et l'âge. Et ils n'ont pas toujours raison, mais ils sont en tout cas d'un point de vue purement naturel, ce qui est la réalité de ce qu'on est en tant qu'humain de base. Voilà, la base. Et, voilà, ils cachent moins leurs sentiments quand ils n'ont pas été trop traumatisés d'enfants, ceux, et leur première réaction, même un enfant, un petit bébé, quand on lui met la cuillère dans la bouche d'un premier truc, alors qu'il se trouve, il va aimer. Mais la première réaction, c'est bah, j'aime pas. Mais on le force un peu à goûter quand il est petit. Mais quand il commence à pouvoir choisir, quand on est dans la diversité alimentaire, ou quand il ne connaît pas, ah non, j'aime pas. Ah bon, pourquoi? Oh ben, ça sent pas bon. Bah, ça a une sale tête, ou c'est trop vert, c'est trop bleu, c'est trop jaune, c'est trop. Donc, tu dis, bon, tiens, tu veux qu'on essaye? Ah ben non, pourquoi? Bah, parce que je vais pas y arriver. D'ailleurs, c'est souvent la réaction où je connais pas.
où voilà, l'inconnu fait peur. Et c'est humain a priori, puisque en tout cas si c'est pas le cas des animaux, je ne sais pas. Mais en tout cas pour avoir vécu l'expérience en tant que maman, on voit bien que c'est pas possible toujours de leur faire entendre raison sur quelque chose d'inconnu. Et donc qu'est-ce qu'on fait souvent? On dit toujours, si tu ne testes pas, tu ne pourras pas savoir si tu n'aimes pas. Si tu ne fais pas l'expérience, tu ne pourras pas savoir si c'est pas bon. Alors, évidemment, je dis pas que c'est le cas pour tout et n'importe quoi. Je dis pas si vous n'avez pas testé l'héros, vous ne pouvez pas savoir si vous allez aimer ou pas. Non, je parle de choses légalisées, je parle de choses quotidiennes, je parle de la base, des choses classiques. Ou même des tests un petit peu plus compliqués, mais dans lesquels vous savez quand même que c'est pas non plus des choses complètement folles. Mais que vous pouvez pas dire non, ça marche pas, non, c'est pas possible, si vous n'avez pas testé. Alors, il faut mettre évidemment des guillemets à plein de choses. On n'est pas obligé de tout faire, tout tester pour pouvoir se rendre compte si ça nous convient. Mais ça rejoint l'idée de se dire ah non, je peux pas marcher, courir, tout ça tous les jours, c'est pas possible. Mais pourquoi? Bah parce que c'est trop loin mon boulot. Ok, mais est-ce que tu peux pas te garer 1 kilomètre avant? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu es obligé d'aller te mettre carrément pratiquement dans la porte d'entrée du magasin pour pouvoir y rentrer? Tu vas faire tes courses. Est-ce que tu... Ah oui, mais mon enfant peut pas il peut pas jouer dehors parce que moi j'ai pas d'endroit pour jouer. Est-ce que tu peux pas l'emmener jouer dehors? Voilà, c'est des petites choses comme ça. Ah mais moi je peux pas manger sainement, j'ai pas d'argent. Bah est-ce que tu peux manger normal déjà? Ouais mais j'ai pas d'argent, je peux pas manger de légumes. Quel est le légume de saison le moins cher? Est-ce que tu peux pas déjà le manger pendant toute la période à laquelle tu es soumis à ça? Voilà, donc c'est tout ça que je dis. Je dis juste qu'il faut des fois se dire que l'expérience, c'est aussi à ça que ça mène pour vous permettre d'avancer et de dire c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi. Vous n'êtes pas obligé de tout tester, mais par contre sur des bases classiques, on peut déjà faire des avancées. Et du coup, ça rejoint en fait ce que j'ai fait cette semaine. J'ai fait l'expérience de vouloir, et je sais que pour vous, ça vous paraît tout à fait normal, pour certains qui le font très souvent, mais moi je ne l'ai pas fait, j'aime pas le faire. C'était un truc, c'était une adversité pour moi, donc je me suis mis à l'adversité. J'ai jeûné. Voilà. J'ai jeûné pendant 24 heures, ce qui peut paraître tout à fait classique pour plein de personnes. Mais quand on brosse un petit peu dans la classe globale des gens, enfin la moyenne globale des gens, c'est pas si simple que ça. Surtout que ben, moi, en fait, si vous voulez, ça me confronte à une problématique, c'est que ben, moi, en tant que sportive, d'abord je fais beaucoup de sport. Dans le culturisme et même dans les sports d'endurance, euh, très longs comme je peux faire des fois, on vous impose dans, on va dire, dans les lectures, les habitudes de l'interdiction de jeûner, parce que c'est très mauvais, le jeûne c'est mauvais, etc. etc. Et comme j'avais fait un podcast sur mes problèmes d'alimentation, je m'étais posé la question en me disant, mais bon, après je suis aussi des gens qui le font, je me suis dit, bon, ils font du sport, ils arrivent à vivre toute la journée. C'est vrai qu'en tant qu'humain, je pense qu'on est capable de pouvoir jeûner. Qu'est-ce qui m'empêche de le tester? Parce que de toute façon, ça reste qu'un test. Si ça me convient, si ça me plaît, si ça me fait du bien pour mes problèmes digestifs, est-ce que ça pourrait pas être une solution de temps en temps de jeûner? Donc j'ai fait ça, ça a été parmi. Et en plus, je l'ai jeûné aussi la dernière semaine de l'année parce que je me suis dit, bah, il y a des gens qui meurent de faim. Des gens qui travaillent toute la journée. C'est vrai qu'ils sont plus habitués. C'est un peu comme se mettre à la douche froide tous les jours. Est-ce qu'au bout d'un moment, on s'y habitue pas? C'est vrai, oui. Est-ce qu'ils n'ont pas des mécanismes physiques, des précédents qui leur permettent de pouvoir avancer? Et ils font pas du sport, ils sont pas c'est pas des sportifs. Alors moi, je suis pas une athlète de haut niveau, mais je me dis bon voilà, si je fais 1 heure et demie de course à pied un matin, eux ils ont toute la journée à tenir. Est-ce qu'ils vont se mettre à mettre 1 heure et demie de course à pied? Peut-être pas. Mais bon. Et je l'ai fait dans des conditions volontairement compliquées parce que c'était les journées physiquement les plus éprouvantes pour moi. Est-ce que vous savez, je pense que, bon, pour ceux qui me suivent, peut-être que vous le savez, sinon c'est pas grave. Je vais vous le redire que le mercredi et le vendredi, en ce moment, je fais du tri sélectif et donc je reprends les tris que les gens nous apportent en format, on va dire, poche poubelle, hein, et après, il faut que je les vide dans des gros bacs avec un collègue. Donc c'est assez éprouvant, on est au soleil, on doit pas recharger, monter dans le camion, descendre du camion. Alors c'est pas l'épreuve du siècle non plus, hein, mais sachant que moi, en plus, j'avais dit, bon bah, tu t'arrêtes de manger. Alors,
Non, j'ai pas fait comme ça. J'ai déjà commencé à faire des jeûnes intermittents que j'avais fait il y a quelque temps. Ça, c'est pas un souci pour moi. Donc 16 heures. Donc j'avais commencé à faire un jeûne intermittent dès le dimanche, parce que j'ai jeûné la journée du mercredi. Donc le dimanche déjà, j'étais passée en jeûne intermittent de 16 heures, le lundi de 17 heures, le mardi à plus de 18 heures et le mercredi non, le mardi à 18 heures. Voilà. Et donc du coup, il me restait passer 24 heures. Oh mais bon, ça a été quand même assez épique. Et donc le mercredi, je suis allée faire ma course à pied que je fais régulièrement en ce moment, parce que c'est ce que j'aime en ce moment, c'est d'aller courir pendant une heure et demie. Donc j'ai allé courir une heure et demie, j'ai pris le bain de soleil parce que j'avais cette chance-là. Je me suis dit de toute façon, il y en a qui marchent toute la journée dans des pays, des contrées, des fins fonds du pays du monde, et ils cultivent et toute la journée, donc ça va, tu vas partir maintenant à faire ton épreuve de boulot. J'ai fait mon épreuve de boulot qui s'est très mal passée parce que j'ai eu un problème physique. Bon, ça sera l'objet d'un autre sujet si un jour je peux en parler, mais là peut-être pas parce que ça pose des problématiques de santé. Enfin bref. Donc bon, je me suis fait mal physiquement. Voilà, avec un produit, donc c'est pas grave. J'ai souffert parce que ça a été une journée extrêmement chargée. Chargée de poubelles, chargée de gens qui n'avaient pas fait les tris, la bière qui était dans les canettes, qui n'était pas du tout enlevée. Enfin voilà, c'était très très long. Et je suis rentrée le soir, je sais même plus si j'avais faim ou pas faim. Donc voilà, donc ça a été 24 heures. Voilà. J'aurais pu tenir et c'était l'objectif de tenir jusqu'au jeudi matin, donc faire un jeûne de plus long que 24 heures. Mais j'ai été obligée de m'arrêter. Alors, je n'ai pas été obligée. Je me suis arrêtée volontairement à 24 heures parce que j'avais donc cette douleur physique qui s'était imposée à moi, parce que j'avais fait une erreur en fait avec un petit produit, et donc du coup ben, j'avais très mal physiquement et donc je m'étais dit bah, on va faire dans le simple, le basique, on va se donner un peu à manger, un truc très simple, ça a donné un peu de sérotonine ou je ne sais quoi pour me permettre de dormir parce que j'avais très mal. Donc j'ai remangé, pas beaucoup d'ailleurs, le soir et tout ça pour dire quoi? Ben, pour ça pour dire que réellement, si j'avais enlevé cette contrainte physique que je n'ai pas vraiment comme quotidien dans l'avenir professionnel dans lequel je veux être ou dans lequel je suis, euh, que je sois peut-être un jour prof comme je rêverais d'être, ou que je sois juriste à long terme, que je vende des compléments alimentaires en étant dans le monde de la science et du marketing et du coup, de l'agroalimentaire, quel que soit ce qui va se passer dans ma vie, parce que j'ai plein d'objectifs, ou en tout cas plein de portes qui sont devant moi et qu'il faut que j'ouvre pour voir lesquelles seront celles qui me conviendront ou celles que la vie va m'imposer. Euh, je sais que je ne serai pas de contraintes physiques comme ça aussi lourdes. Je sais que je ne serai pas logiquement malade et je ne me ferai pas du mal physiquement. Et que je pourrais faire mon sport en réalité tous les matins parce que quand j'ai jeûné la veille pendant presque 20 heures, j'étais pas du tout affamée quand j'ai repris le repas. Je me suis juste par contre conditionnée à manger extrêmement plus lipidique que d'habitude, énormément plus de lipides. Je dis pas que le régime cétogène c'est la solution du tout, hein. Mais je dis juste que ça m'a permis d'être, bah, en fait, de tenir, d'avoir un effet de satiété beaucoup plus prolongé. Donc ça, d'une part, c'est quand même déjà bénéfique pour jeûner parce que du coup, je n'ai jamais eu vraiment une souffrance de faim réelle. J'ai beaucoup bu et ça m'a permis aussi de réapprendre à boire beaucoup parce qu'en fait, en réalité, j'ai très soif. Et soif, mon corps a soif d'hydratation, mais que je ne m'en rends pas compte. J'ai fait beaucoup d'activités aussi, autres que simplement faire du sport. Ça m'a permis d'apprendre aussi le fait que ben, j'ai plein de choses à faire en dehors des heures et que je peux aussi me permettre de toucher à de l'art, à toucher à de l'écoute de podcasts tout en faisant d'autres choses, que je n'étais pas du tout en souffrance physique et que je peux faire du sport donc le matin ou le soir même en n'ayant pas mangé. Et que cette adversité physique auquel je m'étais contraint, elle était plus psychologique en fait. Et que c'était exactement ce à quoi je pensais venir, mais que j'en étais pas certaine. Je me suis dit quand même, physiquement, tu vas en chier. J'en ai chié, mais je pense que le psychologique était bien au-delà du physique et que j'aurais pu tenir jusqu'au jeudi matin si j'avais pas eu ce problème physique. Donc voilà, est-ce que je vais réitérer l'expérience? Je ne sais pas. Je suis toujours en jeûne intermittent maintenant, pour le matin.
parce que j'ai pas eu envie de reprendre une alimentation euh, importante toute la journée parce que ça me soulage énormément de mes intestins. Je reste maintenant sur une base un petit peu plus lipidique qu'avant et je m'aperçois que d'un point de vue physique, ça me change rien. Donc je sais pas, peut-être que dans un mois j'aurai repris 15 kilos, je sais pas, je vous dirai, parce que je calcule pas mes calories réellement. Mais cette base lipidique me convient mieux, donc elle est adaptée à moi. Un petit peu moins de fibres, mais c'est pas vraiment la bonne solution parce que je pense que je la fais aujourd'hui parce que j'en ai marre d'avoir mal au ventre, mais parce que j'ai aussi l'espoir, la certitude que je vais trouver une solution qui va me permettre de me soulager mes intestins, mais en mangeant un peu moins de fibres et de légumes malheureusement, parce que ça c'est pas comme si j'aurais envie, hein, parce que vous savez, j'avais envie, pardon, parce que vous savez très bien que moi je suis une pro légumes et fruits au quotidien, mais que là j'en ai réduit quand même une grosse quantité pour essayer d'éviter d'avoir mal. Et pour mon régime intermittent, enfin pour mon jeûne, je ne voulais pas avoir trop de problématiques d'intestin. Et manger des protéines beaucoup plus variées, parce que c'est vrai que j'ai commencé toujours à être toujours sur toujours la même chose. Et donc là, ben, j'ai réintroduit du foie, que je mangeais beaucoup moins en ce moment, des choses comme ça. Du poisson, hein, comme je vous le citais d'ailleurs, ça faisait un moment que j'en ai pas mangé. Donc du coup, voilà, ça m'a permis ça. Ça m'a ouvert un régime alimentaire un petit peu plus agréable pour mes intestins et à me dire que, bah, en fait, voilà, c'est des contraintes, c'est des choses qu'on s'impose dans sa tête. Et réellement, non, je peux jeûner, on peut jeûner, moi je peux jeûner en tout cas. Mais je revois ma base d'alimentation et je m'aperçois que, ben, contrairement à beaucoup d'autres personnes, ben, moi les lipides ça me va bien. Je dis pas d'en manger beaucoup trop non plus. Je dis pas d'arrêter les glucides, surtout pas, mais peut-être de faire un ratio un petit peu différent, proportionnellement, et enfin, du moins adapté à moi. Voilà. Et que j'arrive à très bien aller courir le matin à jeun depuis des années, comme certains ne pourraient jamais le faire parce qu'ils se disent que c'est pas possible. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je dis juste que moi, en tout cas, ça me va très bien. Et que ben, si la veille, je mange un petit peu plus gras, j'arrive à tenir un petit peu plus longtemps. Et puis, ben, je suis bien jusqu'à midi de manger. Je suis bien, j'ai pas mal au ventre. Et même quand je mange à midi maintenant, eh ben, j'ai moins faim, donc j'ai peut-être moins tendance à manger une trop grosse quantité de légumes qui ben, ont du mal à passer dans mes intestins. Mais maintenant, la deuxième question qui va se poser, c'est est-ce que ça va me suffire pour, au niveau vitamines, être performante? Parce que comme je le disais, et la boucle est bouclée, au début, ben, si on ne mange pas suffisamment de vitamines et de minéraux, on est un peu obligé de se supplémenter. Je suis déjà supplémentée sur des choses auxquelles pas que je m'impose, mais que je prends, puisque je sais que je suis en carence d'un point de vue, ne serait-ce que de mon bilan sanguin. Et même quand je ne suis pas sous magnésium, par exemple, je vois très bien que j'ai pas la même vie. Mais peut-être que je vais être obligée de regarder si ça va, ce type de régime un petit peu plus lipidique, un petit peu moins fibreux et un peu moins vitaminique, va avoir des conséquences sur ma santé. Mais bon, ça, ce sera un autre sujet, un autre débat. Mais l'expérience, c'est, voilà, je vous dis toujours, faites l'expérience parce que c'est hyper intéressant. Même si cette journée a été épique, je peux vous dire qu'elle a été épique. Ah là, c'était sans fin. Sans jeu de mots avec F-A-I-M et sans fin F-I-N. Fin, ce sera sur ça que je m'arrêterai aujourd'hui. Je vous dis encore une fois, bonne expérience. Bon test, ne testez pas n'importe quoi, mais si vous voyez qu'en tout cas on peut vous recommander de tester, faites-le sur des choses classiques. Testez l'alimentation saine, testez le mindset positif, testez les activités en extérieur le plus possible et testez de garder le sourire et de vous dire que demain sera peut-être meilleur, mais aujourd'hui, toujours, on peut commencer. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle matinée, quel que soit le moment une belle nuit peut-être d'ailleurs, si vous allez vous coucher. Et, euh, et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de belles expériences que j'aurai vécues ou peut-être simplement un petit ouverture de débat sur quelque chose qui me touchera dans la semaine ou qui m'a déjà touché récemment.
Voilà, voilà. À bientôt, bientôt. J'espère que ça vous plaira. Si, petite note, si vous pouvez éventuellement faire des commentaires, s'il vous plaît. Je sais que je ne suis pas sur des plateformes qui vous permettent de commenter parce que je ne suis pas sur Apple Podcast, mais et c'est pas parce que j'en ai envie. Si vous pouvez faire des commentaires sur YouTube ou en message privé, ce serait super agréable. Si vous êtes sur nos minutes, ce que je vous invite à faire en termes de qualité d'application, de mettre un 5 étoiles qui me permettra enfin, déjà de me permettre de continuer à faire ces podcasts. Et n'hésitez pas à échanger avec moi. Je suis très accessible sur Facebook, sur Instagram. Et tout est bon à prendre, même un commentaire serait à l'opposé de ce que j'ai dit. Peut-être que je ne dis pas toujours des choses bien, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, et c'est justement ça qui fait qu'on est humain. À bientôt!